Donc on poursuit la correction de ce TP9 de Scilab avec l'exercice 10, un exercice dans lequel on va cette fois simuler la loi binomiale. On a déjà simulé la loi de Bernoulli, la loi géométrique, mais là on part sur la loi binomiale. Donc la première question de l'exercice 10 nous fait compléter une fonction donc, qui est écrite sur l'écran. Il y a deux choses à compléter. Donc dans le poly, ici, il y a des petits points pour indiquer qu'il faut compléter quelque chose là, et qu'il faut également compléter quelque chose ici. Cette loi binomiale, en fait, on l'a déjà dit, vous l'avez déjà vu en terminale, en première même, il s'agit en fait de la répétition un certain nombre de fois dans les mêmes conditions d'une expérience de Bernoulli, ok, et on compte le nombre de succès qu'on a eu. Donc ici, on va répéter n fois la loi de Bernoulli, de paramètres P. Donc cette répétition est modélisée ici par une boucle. Et à l'intérieur de la boucle, j'effectue donc mon expérience, enfin en tout cas je la simule. Et on a déjà vu que un succès, eh bien, il nous était indiqué par le fait que rand, qui renvoie un nombre compris entre 0 et 1, est inférieur à P. Donc ici, si rand renvoie une valeur plus petite que P, j'ai un succès. Et cette variable res va compter le nombre de succès. Donc au départ, avant que j'ai simulé quoi que ce soit, je n'ai forcément aucun succès. Et ici, j'ai eu un succès supplémentaire. Donc j'incrémente de 1 cette variable. Res est égal à res plus 1. Et ainsi, à chaque fois que j'ai eu un succès, j'augmente donc le compteur des succès d'une unité. C'est compléter ça de façon relativement simple. On va essayer ça. Donc la fonction s'appelle binôme. Par exemple, 10 répétitions et une probabilité de succès de 0,7. Voilà, on a fait 10 expériences, il y a eu ici 5 succès. Je relance une deuxième fois, on a eu un petit peu plus de succès, on en a eu 7. Ici, on en a eu 6. Comme la probabilité du succès est assez forte, 0,7, il est assez logique que sur 10 répétitions, on ait un nombre relativement grand de succès. Mais on pourrait très bien en avoir 0, il n'y a absolument rien qui l'interdit ici. Voilà pour la première question de cet exercice. On vient de simuler la loi binomiale. Deuxième question, un petit peu comme on l'a fait précédemment, on va fabriquer une autre fonction qui va se servir de la première et qui, cette fois, au lieu d'effectuer une fois la loi en question, va la répéter un certain nombre de fois. Donc on nous demande d'écrire une fonction qui s'appelle multibinôme. Donc, une fonction qui prend en paramètre d'entrée un nombre grand N qui représente le nombre de fois où on a simulé cette loi binomiale, N et P qui sont les paramètres de la loi binomiale, c'est-à-dire le nombre de répétitions de l'expérience de Bernoulli et la probabilité du succès dans celle-ci. Et on doit renvoyer un vecteur ligne grand X contenant N réalisations de cette loi binomiale. Okay. Donc, on me demande de renvoyer un vecteur grand X, très bien. On me demande d'appeler la fonction multibinôme et elle doit prendre cette fonction, les trois valeurs, grand N, petit n et P. Donc grand N, le nombre de répétitions de la loi binomiale. Petit n, pour chaque instance de la loi binomiale, le nombre de répétitions de la loi de Bernoulli sous-jacente. Et P, la probabilité du succès dans la loi de Bernoulli. Bon. Je dois créer donc un vecteur x qui contient toutes les réalisations. Donc au départ, mon vecteur x, je le crée vide. Bien sûr, je vais avoir une boucle. Je dois répéter un certain nombre de fois la loi binomiale qui est décrite dans la fonction du dessus. Donc for k égale 1 à grand N, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais prendre mon vecteur x et je vais lui adjoindre la réalisation de la loi binomiale que j'aurai obtenue à ce passage dans la boucle grâce à la fonction qui est ici. Et donc je viens ajouter une réalisation de la loi binomiale, c'est-à-dire un nombre de succès. À la fin de cette fonction, eh bien, c'est grand X qui est renvoyé, un vecteur qui contient toutes les instances qu'il me faut. On va tester ça. Multibinôme. Par exemple, on va faire 30 répétitions de la loi binomiale qui comporte elle-même un certain nombre de répétitions, je vais reprendre la même qu'avant, donc 10,
10 multiplié par 0,7. En d'autres termes, hein, ce que l'on vient de faire, c'est de répéter 30 fois, 10 fois, donc 300 fois l'expérience de Bernoulli, mais par paquet de 10. Voilà, donc j'ai fait 10 fois l'expérience, j'ai eu 6 succès. J'ai fait 10 fois l'expérience, j'ai eu 7 succès. J'ai refait 10 fois l'expérience, j'ai obtenu 5 succès, et ainsi de suite. La dernière fois, donc, on a obtenu 9 succès. Voilà ce qui nous permet, avec une seule fonction, de répéter un certain nombre de fois cette expérience de Bernoulli, qui est déjà, rassemblée dans la loi binomiale. Ensuite, troisième question que je vais ajouter à la 2, puisque dans la troisième question, on me demande d'ajouter quelque chose à la fonction. Ajouter dans cette fonction une instruction traçant l'histogramme des proportions des valeurs du vecteur x. Donc ici, j'ai fait ma recherche, et je vais donc générer maintenant un histogramme, donc avec histplot. Que me faut-il dans histplot? D'abord, il me faut quelque chose qui va générer les classes, le regroupement en classes. Ici, on peut avoir entre 0 succès au minimum, même si ce n'est pas arrivé, ça pourrait arriver. Évidemment, le nombre de succès que l'on a à chaque instance de cette loi binomiale, c'est un entier. Et au maximum, on a petit n succès possible, puisqu'on répète les choses par paquet de n. Donc comme je peux avoir 0, je vais commencer de moins 0,5 par pas de 1, et je vais aller jusqu'à n plus 0,5. Voilà. De cette façon, je suis certain d'avoir la première classe qui sera donc de moins 0,5 à plus 0,5, qui contiendra 0. La deuxième qui sera de 0,5 à 1,5, qui contiendra 1. La troisième classe de 1,5 à 2,5 contiendra 2, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière, qui commencera à n-0,5, qui se terminera à n plus 0,5, et donc qui contiendra n. Et là-dedans, je demande d'aller chercher les informations dans le vecteur x que je viens juste de créer. Je lance ça. Voilà, il me dit que j'ai redéfini la fonction, évidemment je l'ai fait exprès, et je lance ma fonction. J'ai oublié un t, c'est histplot. Voilà pourquoi il est important de tester les choses, parce que parfois on peut avoir des erreurs de syntaxe bêtes comme celle-ci, parfois plus importantes, mais en tout cas parfois très bêtes. Voilà, la fonction a été redéfinie une fois, bien sûr. Et voilà donc mon histogramme. On a eu ici un certain nombre de fois le 3, un certain nombre de fois le 5, le 6, le 7 et ainsi de suite. Je peux relancer les choses et regarder ce qui se passe. Néanmoins, si je relance les choses, j'ai tout intérêt à faire une modification supplémentaire pour effacer le graphique. Voilà, on va relancer ça. Voilà une autre instance que l'on obtient. Donc j'ai fait 30 fois la répétition de cette loi binomiale. On obtient cette répartition-là. Je refais une fois. Et ainsi de suite. Bon, on peut regarder toutes les adaptations possibles. Donc on a le vecteur qui est renvoyé et on a la représentation graphique associée qui est ici. Remarquez que ici le histplot nous fait un histogramme, mais l'histogramme, en fait, il n'a pas tellement d'intérêt en lui-même. On aurait plutôt intérêt à faire un diagramme en barre, mais ici, c'est la même chose, puisque avec un pas de 1, tous nos rectangles ont la même largeur, et donc la fréquence qui doit être proportionnelle à l'aire est en fait ici également proportionnelle à la hauteur de chaque rectangle. Quatrième question, on nous donne une nouvelle fonction, la fonction binomiale, qui permet de créer un vecteur qui contient toutes les probabilités. Donc là ici, en fait, cette fonction multibinôme, elle ne calcule pas des probabilités, elle simule une ou plusieurs réalisations de notre loi binomiale. Et la fonction toute faite de Scilab, elle, utilise les probabilités. On nous demande de superposer à notre histogramme les probabilités obtenues donc avec la commande binomiale. Donc, je pourrais ici le faire entre guillemets à main levée, c'est-à-dire écrire z égale binomial de p qui vaut 0,7 et n qui vaut 10, et ensuite de demander le dessin de ça. Alors déjà là, il me faudrait un linspace.
pour les abscisses, je commence à l'abscisse 0, je termine à l'abscisse n qui vaut ici 10, et en tout, entre 0 et 10, comme les deux bornes sont inclus, ça me fait 11 valeurs. Ensuite, il me faut mon vecteur qui ici est appelé z, et puis par exemple moins 1 pour avoir le nuage de points qui correspond. Alors, j'ai oublié le 2, décidément, voilà. Là, ça marche mieux, et donc on a les probabilités ici qui se superposent à l'histogramme. Le problème, c'est que si je veux relancer une deuxième instance, un deuxième calcul, une deuxième simulation de tout ça, je vais être obligé de retaper toutes ces commandes. Donc j'ai tout intérêt à ajouter ça encore, même si on ne me le dit pas clairement à la question 4, on a tout intérêt, si on veut le faire plusieurs fois, à rajouter ces choses-là dans la question. Donc ici, on aura z qui sera égal à binomial de p et de n. Et ensuite, il me faut un plot de D qui commencera par un linspace qui commencera en 0, qui se terminera en n avec n plus une valeur, qui prendra le vecteur z créé juste au-dessus et moins 1 derrière pour avoir des croix. On enregistre, on lance. Il me dit que l'on a redéfini cette fonction, mais évidemment on l'a fait exprès. Je remonte un petit peu. Et mon multibinôme, voilà. Il me redessine, il me recalcule donc les choses. Il me redessine mon histogramme. Évidemment, les probabilités sont les mêmes. Je peux relancer encore une fois. Voilà, donc les probabilités sont les mêmes. Alors parfois on a l'impression que les croix changent, mais tout simplement parce qu'ici, l'échelle verticale est amenée à être modifiée en fonction de la hauteur des rectangles. Remarquez ici par exemple que pour 7, on a exactement la probabilité. C'est un cas plutôt rare. Dernière question, on nous demande de refaire les questions 3 et 4. En fait, comme j'ai tout intégré dans la fonction, je vais juste refaire la question 3, avec non pas 30 simulations, mais avec 100 et 1000. Donc on regarde ici ce qui se passe avec 30. Pour faire avec 100 et 1000, il me suffit simplement de modifier cette valeur-là. Sans simulation de la loi binomiale, voilà ce qui se passe. On a quand même des différences significatives dans les histogrammes que l'on obtient. Regardons maintenant ce qui se passe pour 1000. Oups. On a toujours des différences, mais qui sont quand même moins importantes qu'avec 100. Allez, soyons fous. Partons à 10 000. Il y a toujours de légères différences, mais de moins en moins. Évidemment, plus je vais faire de simulations, et plus mes réalisations de ces lois binomiales vont se trouver proches des probabilités. Voilà pour cet exercice 10. Dans les exercices que l'on a menés jusqu'à présent dans ce TP9, nous avons tous simulé nous-mêmes avec la fonction rand. On va voir qu'en fait, il y a un moyen avec Scilab de simuler sans la fonction rand, avec la fonction grand, dont on parlera dans la suite de la correction.